Bon, alors Attaque? bonsoir les amis, on attaque. Attaque. Euh, Comment on fait en formation pour tenir la distance Nicolas, tu nous as parlé d'expérience un peu longue. Alain, tu nous as mis en commentaire que tu avais une expérience extrêmement longue. Et nous, on sort la semaine dernière d'une semaine de formation à distance qui devait être une journée en présentiel avec 12 ateliers en parallèle. Et finalement, pour que ça soit soutenable pour tout le monde, on a étalé ça sur une semaine. On se rend compte, le vendredi soir par rapport au lundi, qu'il a fallu quand même faire des efforts pour être toujours là et en place. Et c'est vrai que c'est une charge cognitive assez importante pour rester attentif, animé. En fait, c'est comme quand on se met à marcher avec des chaussures de ski. Hein, tu sais, tu passes des pantoufles avec lesquelles tu es hyper à l'aise avec des trucs où tu es complètement inconfortable pour monter ou descendre des escaliers alors que c'est le même exercice. Bah, la distance, c'est un peu ça. Tu fais les mêmes interactions, mais ça demande une énergie quand même plus importante. Comment tenir dans la durée, c'est-à-dire sur plusieurs jours, peut-être parce que vous avez séquencé ça sur plusieurs jours et il semble plus intéressant effectivement de le faire comme ça. Bah là, c'est le tutorat en fait qui va peut-être aider à garder une certaine motivation et engagement des apprenants. Et puis ensuite, il y a côté formateur. Côté formateur, il y a l'animation longue, plus ou moins longue d'un contenu séquencé, et puis longue parce que là, on va être à un mois de faire du distanciel. Ça va encore durer. Et moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu après, si vous voulez bien, de l'après, justement. De la même façon d'ailleurs qu'en présentiel, quand on enseigne une langue, c'est des mois aussi qu'il faut tenir ou toute autre matière. Donc là, je pense que qu'on soit en présentiel ou à distance, on a à peu près des problématiques équivalentes et des réponses équivalentes. Le collectif, l'alternance d'approches pédagogiques, la notion de plaisir, la notion de sens, etc. Justement, l'exemple de la classe virtuelle, il est symptomatique. On est en train de substituer une formation présentielle avec quelqu'un qui délivre un savoir par exactement la même chose, mais à travers une visio. Voilà, moi, là, ça me gêne un petit peu. Toutes les phases où en présentiel, vous mettiez vos apprenants en groupe pour faire des petits ateliers, pour faire une production en sous-groupe, etc. C'est ça justement qu'il faut savoir transposer dans le distanciel. Et en même temps, quand en fait, la substitution, c'est tu prends un présentiel descendant et tu fais la même chose à distanciel, bah, ça ne fonctionne pas. Tu prends un présentiel collaboratif avec des activités qui sont respectueuses des cycles d'apprentissage et qui font sens. Tu fais ça en classe virtuelle, ça fonctionne tout aussi bien, en fait. On a effectivement beaucoup de formateurs qui, vu le contexte sanitaire, du jour au lendemain, ont vu toute leur formation annulée. Et donc, nous, on fonctionne généralement avec effectivement des formations à la journée, un peu comme toi t'expliquais, Nicolas, donc en présentiel, et qui tout d'un coup se sont vus une passion du jour au lendemain pour le digital et la distance, et sont tombés dans ce que j'appelle un peu le panic learning. Et donc, on va vite créer un petit peu de contenu pour avoir une alternative. Donc, et donc, effectivement, là-dedans, on se rend compte que le distanciel, parce qu'il ne faut pas confondre non plus digital et distanciel, ce n'est pas exactement la même chose, pas du tout même. Dans le distanciel, ça peut mettre en exergue certaines lacunes pédagogiques qu'il pourrait y avoir justement. Et donc, certains formateurs se sont retrouvés là-dedans, dans un modèle qui est très transmissif, très descendant, et à vouloir le transposer de manière pure et dure en utilisant simplement un outil. Sont face à quelque chose qui n'a ni queue ni tête et qui ne donnera rien et qui n'aura aucune plus-value pour l'apprenant. Et donc, effectivement, c'est tout cet enjeu-là, c'est déjà que le formateur change un peu sa posture, ou en tout cas, celui qui était dans un modèle très transmissif, de manière digitale, ça ne passera pas, là où en présentiel, ça peut encore être comblé d'une manière ou d'une autre. On doit jouer accompagner les formateurs dans ce changement de posture-là. Certains récalcitrants qui du jour au lendemain sont devenus des fans du distanciel et du digital, mais donc c'est très bien, il faut profiter de cet enthousiasme-là
cette opportunité, mais en donnant certaines balises pour justement pas se tirer une balle dans le pied non plus. Bah, c'est vrai que c'est là qu'on voit toute la différence entre l'expert formateur et l'ingénieur pédagogique, en fait, hein, assez simplement. C'est qu'on a vu pendant des années sur du présentiel des experts, très très bons, hein, mais experts, pas forcément pédagogues d'ailleurs, mais qui délivraient du contenu, et comme tu le disais très bien d'ailleurs, avec sans doute beaucoup de lacunes dans des modes extrêmement descendants, mais qui par leur expérience, leur vécu, arrivaient à combler en fait des temps de formation. Et donc, avec toujours cette tendance à dire c'est toujours des temps assez bluffants quand on a un super expert devant soi, mais qu'est-ce qu'on a appris au final, qu'est-ce qu'on concrètement on en retire et qu'est-ce qu'on en fait à la fin. Et du coup, bah, forcément, quand ces experts-là se retrouvent face à un média qu'ils ne connaissent pas et une obligation de transformer leur pédagogie, et c'est ce que tu disais, Philippe, c'est comment on fait pour que les activités qu'on faisait en présentiel, bah, faire les mêmes. Bah, moi, ma réponse, c'est de justement pas faire les mêmes. Oui, tout à fait. C'est surtout pas faire les mêmes. Et ça oblige, en fait, ça oblige tout le monde à repenser la pédagogie de ses contenus. Et c'est vrai que sur la durée, il y a quelque chose d'assez simple. Il y a quelque chose d'assez simple à appliquer, qui est tout simplement notre empamnésique, hein, l'être humain, et toutes les études l'ont démontré. Hein, on a 7 plus ou moins 2 items de capacité de mémoire de travail. Donc, assez simplement, mettre ne serait-ce que cet apprentissage-là dans notre pédagogie et se dire, OK, ben, sur une formation, en tout cas sur un temps donné, ben, on ne va pas mettre plus de 5, 6 items à aborder parce que c'est déjà beaucoup pour éviter une autre thématique qui a été abordée tout à l'heure, tout simplement la surcharge cognitive en fait. Hein. Et du coup, pour être en capacité d'ancrer, bah, il faut respecter cette charge cognitive qui en plus, c'est pour ça que j'insiste plutôt sur le 5 items que sur le 9, bah, on est déjà surchargé cognitivement, ne serait-ce que par le contexte de confinement et d'angoisse potentielle que certains peuvent ressentir. Donc, je pense que sur ce sujet de durée, ce qui est très, très important, c'est ça, c'est de réduire au maximum les objectifs et de bien les répartir, quoi. Un autre constat que je fais, c'est que quand on est en classe virtuelle, on se limite à ce petit rectangle. On imagine qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, on est dans quelque chose de physiquement plus formel, plus figé, plus posé. Alors que rien ne nous empêche, tous autant qu'on est, de se mettre debout, de bouger, de faire des mimes, de chanter, etc. Et donc d'être dans quelque chose de plus naturel qu'on peut retrouver en présentiel. Rien ne l'empêche en classe virtuelle, mais on se laisse enfermer par ce petit rectangle qui est l'image vidéo. Et puis on a fait, comme tu disais, Virginie, des activités qui étaient un peu hors cadre, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de dessiner, puis de nous montrer à la caméra les dessins qu'ils avaient faits. Donc ils ont absolument arrêté de regarder l'écran, ils ont pris un crayon, une feuille, ils ont dessiné des trucs, puis après ils l'ont montré. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'adore. Il y a plusieurs années, je déployais de la classe virtuelle en langue au niveau monde, c'est-à-dire qu'on retrouvait dans nos classes virtuelles des Chinois, des Américains, des Européens, etc. Et toutes les heures, il y avait des classes virtuelles, donc des rendez-vous avec des thématiques. On se retrouvait une heure avec un prof et puis voilà, 10, 12 personnes du monde entier venaient pratiquer l'anglais ensemble. Et on a eu l'idée de ne pas fermer la classe virtuelle à la fin, mais de laisser cette classe ouverte un quart d'heure à une demi-heure. Et on a vu des choses extraordinaires se passer, c'est-à-dire des gens vraiment se lier d'amitié de tous les pays et rester à chaque fois, après leur classe virtuelle, papoter. Je me posais plein de questions par rapport à tenir la distance. Là, par exemple, je suis invité à pousser en ligne des formations que je faisais en salle. Au bout d'un quart d'heure, ils en ont marre de me voir avec ma bibliothèque dans mon dos. Voilà, est-ce que forcément, avec les expériences qu'on va accumuler là, on va voir naître, je ne sais pas, de nouvelles solutions, de nouvelles pratiques, parce que, allez, pour mettre un petit coup de provoque, enfin, on se souvient tous d'il y a 15-20 ans, des tests de classe virtuelle qui ressemblent, grosso modo, aujourd'hui ça marche mieux qu'avant, mais ça ressemble exactement à ça, quoi. C'est ce que je dis à mes étudiants. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, l'outil globalement n'a pas énormément changé. On faisait déjà du partage d'écran, il y avait déjà du tableau blanc, il y avait déjà du quiz il y a 10-15 ans dans les outils de classe virtuelle. Ça s'est par contre beaucoup démocratisé, c'est vrai. Je pense que ce qui change, ce qui commence à arriver, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure,
c'est la prise de conscience de l'ingénierie pédagogique, d'arrêter de faire du copier-coller. C'est vrai que quand c'est arrivé et quand les e-learning sont arrivés fin 90, début 2000, les formateurs ont commencé à paniquer. Vite, je vais mettre des PowerPoint en ligne, je vais m'enregistrer et super, je vais avoir une formation. Une classe virtuelle, ce n'est pas une classe à distance. Et que justement, on doit y mettre d'autres éléments, d'autres ingrédients pour faire en sorte que la recette fonctionne. Si je vais au bout de la provocation, c'est est-ce qu'on ne fait pas là un constat franchement d'impuissance et d'échec ? C'est volontaire, hein, encore une fois, comme posture. Mais je suis assez effectivement effaré des fois de justement les experts ou nos formateurs qui, au niveau pédagogique, sont des experts contenus, des experts métiers, mais pas les experts de la transmission de ces données-là, ou en tout cas de susciter quelque chose chez l'apprenant. Et en fait, ils ont vraiment du mal à se mettre à la place de l'apprenant. Et on s'est rendu compte qu'un excellent formateur pouvait être un mauvais concepteur. Et on a donc pris le parti pris dans le cadre de cours en langue plus particulièrement, hein, où on veut des approches très structurées et pas du conversationnel, parce que là encore, échanger et communiquer en classe virtuelle, c'est peut-être s'informer, et c'est peut-être pas former avec des objectifs pédagogiques clairs, précis, mesurables et progressifs. Donc on a revu notre fusil d'épaule en créant des scénarios pédagogiques faits par des concepteurs qui étaient aussi d'excellents formateurs, plutôt que de laisser le libre arbitre à chaque formateur de se constituer ses propres exercices. Ça, c'est un choix qui est le nôtre. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qu'on a mis en place. Sur la partie comment tenir sur la durée, effectivement, enquiller des heures et des heures de formation en animation, ça peut être fatigant, mais c'est comme tout, c'est comme un entraînement sportif. Au fur et à mesure qu'on est à l'aise, qu'on s'entraîne, qu'on connaît le mouvement et qu'on est réellement dans de l'interaction, ce n'est pas aussi fatigant que ça, parce qu'on n'est pas en résistance, on est dans l'échange, et je pense que l'échange peut paradoxalement être plus intéressant et plus motivant pour un formateur. C'est exactement ça, la problématique, elle est, je crois que Jonathan aussi l'a dit, enfin tout le monde l'a dit, c'est l'ingénierie pédagogique. C'est le temps d'avoir, là la problématique tout de suite, c'est l'urgence qui n'a pas forcément permis de repenser certaines parties et donc juste de substituer des cours présentiels, qui déjà à la base n'étaient pas forcément pédagogiquement réfléchi ou pas assez. Je pense que pour tenir dans la durée, j'y reviens toujours, mais il y a aussi la notion de plaisir, c'est de s'amuser. Autant pour l'apprenant, même si en effet, apprendre, c'est de l'effort, il ne faut pas se leurrer. Mais en tous les cas, avoir des moments où l'apprenant s'amuse et le formateur, je pense que ça fait aussi tenir dans la durée. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne peut pas s'amuser comme on peut le faire en présentiel. Et ce qui va aider à tenir dans la durée, c'est que les gens s'adaptent. C'est-à-dire que à la fois les participants et les formateurs. Les premières expériences ne sont pas forcément les meilleures pour les participants qui ne savent pas trop à quoi s'attendre et qui aimeraient avoir à peu près la même expérience que ce qu'ils avaient en présentiel. Bon, manque de bol, ce n'est pas possible. Et puis pour les formateurs qui pensent qu'il va suffire de passer les PowerPoint, je caricature, de passer les PowerPoint et de les commenter et de poser de temps en temps la question « ça va bien ?» et de prendre un silence pour « oui, ça va bien » alors que c'est tout l'inverse. Alors autant pour les apprenants, ils vont être un peu plus audacieux, ils vont plus facilement ouvrir le micro, ils vont plus facilement partager, collaborer, ouvrir la caméra, lever la main, jouer avec les boutons, se détendre un peu, etc. Autant pour les formateurs, c'est tout un monde à inventer. Et la vraie difficulté pour les formateurs d'organismes de formation, c'est qu'ils n'ont pas de soutien de la structure. Contrairement à l'éducation nationale où il y a un soutien des gens qui ont fait de la recherche, des profs qui partagent des choses, de l'entraide avec les collègues qui continuent à fonctionner, les organismes ne sont pas capables de former les formateurs parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la formation à distance, les organismes de formation. Faire des catalogues et des programmes, oui, mais de la pédagogie, je ne vais pas me faire des amis quand je dis ça, mais ce n'est pas leur fort. Un organisme de formation, ça va être plus compliqué pour eux parce que ce qu'ils vendent, c'est de la durée. Donc, ça va être difficile de vendre au même prix quelque chose qui demande le même temps pour le former, mais moins de temps pour l'animateur.
c'est sûr qu'au niveau des organismes de formation, on doit prendre le problème pédagogique à bras-le-corps. On a une perception du temps qui va être différente, une division du temps qui va être différente. Et ça va... La patate chaude, Jonathan, pardon. Définis les compétences. Pas de problème, je prends la patate chaude avec grand plaisir. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui, qui me semble intéressant dans les acteurs pour notre thématique, hein, comment tenir dans la durée, c'est le manager. Et ça, c'est un point clé en fait aujourd'hui pour aider nos apprenants à tenir dans la durée, c'est d'impliquer le manager. Et je pense que autant avant, quand on était dans un schéma très présentiel, etc., c'était assez facile. L'apprenant, il est inscrit, on le prend, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop quels sont les objectifs qui ont été fixés par son manager. Et quelque part, on s'en fiche un peu. On fait notre journée, on fait nos 7 heures de formation et basta. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui fait que ce temps de formation, qu'on insiste pour qu'il soit fait particulièrement pendant cette période auprès des entreprises et donc des managers, les managers vont avoir besoin d'un retour sur ces formations. Comment on fait pour vraiment aller piquer la compétence et surtout le niveau de compétence attendu par le manager et par le collaborateur, d'essayer de croiser ça. Et dans ce contexte-là, aujourd'hui, il va falloir être très très clair, à mon sens, sur quels sont les points de compétence, quelles sont les cibles de compétences qu'on vise à travers la formation, beaucoup plus que ça ne l'était jusqu'à présent. Il me semble qu'à nouveau, la distance met en exergue des choses qui sont déjà dans le paysage de la formation depuis des années et des années. Rien de nouveau sous le soleil, c'est juste mis en évidence encore plus ces derniers temps. Merci à tous, merci les amis. Bonne soirée. Ciao. Ouais, merci à tous. À mercredi. À Bye. mercredi. Bonne soirée à tous. Salut.